il y a des critères qui permettent de définir si on peut commencer à faire de la parcimonie sur un signal ou pas. Alors, c'est une bonne question. En général, des critères objectifs, tu entends, ou des critères, ou quelque chose qui pourrait te mettre sur la piste du fait que... Alors, les critères objectifs, non, ça va être un a priori que tu vas donner sur le signal. Donc un a priori, par définition, enfin, pour moi en tout cas c'est subjectif, et ça va être la connaissance que tu vas avoir de ton signal, la connaissance physique, ou l'expérience que tu as de ton signal. Avec un peu d'expérience en général, on va se faire une idée. Justement, enfin, si un critère justement qui peut être bien, c'est regarder la densité de tes coefficients. Si tu vois que tu as une densité très lourde, c'est que, a priori, tu as une représentation parcimonieuse qui va pouvoir fonctionner, parce que tu vas concentrer l'information dans quelques coefficients. Si à la place, ta densité de coefficients va être une belle gaussienne, il n'y a pas de raison de privilégier les gros par rapport aux petits, l'information est bien répartie a priori sur l'ensemble de tes coefficients. Donc la parcimonie, c'est vraiment un a priori qui va venir dans le choix, ici pour les signaux audio, d'une base que tu auras choisie à l'avance, et ce choix d'ailleurs n'est pas forcément évident. J'ai continué dans l'introduction de toute façon sur la parcimonieuse, alors je vais donner des définitions un peu formelles. Donc je considère un signal éventuellement complexe, ça ne change rien, que ce soit complexe ou réel, qui est de taille m, et je me donne un dictionnaire d'atomes. Donc ça, je le choisis, et c'est pas forcément la partie la plus facile d'ailleurs. Donc je suppose qu'il y a des travaux d'ailleurs pour apprendre ce genre de dictionnaire. Moi je le considère soit déjà appris, soit je le choisis a priori. Donc pour les signaux audio, un dictionnaire qui marche bien, c'est les dictionnaires de Gabor, donc la transformée de Fourier à court terme. Physiquement, on voit bien pourquoi, on fait des transformées de Fourier locales, on va voir comment vont évoluer les fréquences au cours du temps, donc ça semble plutôt bien adapté. Et d'ailleurs, si on apprend des dictionnaires sur des signaux audio, on va se rendre compte qu'on trouve des choses assez proches des Gabor en général. Ce dictionnaire, on va le prendre sur complet, c'est-à-dire qu'on a plus d'atomes qu'il n'est nécessaire a priori pour reconstruire mon signal. J'ai un signal de dimension m, donc a priori, si je me donne m atomes, ça suffit pour représenter parfaitement mon signal. Mais pour exploiter la parcimonie, je vais introduire moi-même de la redondance dans mon dictionnaire, parce que plus j'ai d'éléments, plus j'ai de chances de trouver un élément qui va coller parfaitement au signal que j'observe. Donc c'est pour ça qu'on introduit de la redondance a priori, pour avoir une représentation parcimonieuse a posteriori. L'observation va être éventuellement bruitée, et le bruit, on va souvent le supposer gaussien. Ça facilite les calculs. Et ensuite, deux définitions, qui est ce que j'appelle les coefficients de synthèse et les coefficients d'analyse. Donc les coefficients de synthèse, c'est j'ai mon dictionnaire, les coefficients de synthèse sont les coefficients alpha, tels que mon signal S, je peux le représenter comme une combinaison linéaire, donc de mes atomes de mon dictionnaire, pondérés par certains coefficients alpha. Donc si je me donne des coefficients alpha, a posteriori, je me donne un signal. Et si j'ai un signal, un dictionnaire qui est surcomplet, j'ai une infinité d'écritures possibles de ce type pour un seul signal. Les coefficients d'analyse, c'est simplement les produits scalaires entre l'observation que j'ai et mon signal et les différents atomes de mon dictionnaire. Voilà, je fais ces deux représentations vont être équivalentes si et seulement si j'ai une base orthonormée. C'est-à-dire je vais reconstruire directement mon signal à partir des coefficients d'analyse si j'ai une représentation orthonormée. Quand j'ai un dictionnaire surcomplet, ce n'est pas forcément le cas, mais j'ai toujours une représentation, une synthèse, on va dire, évidente, enfin, on va dire, pas évidente, mais... Non, j'ai pas le mot. Canonique, voilà, à partir des coefficients d'analyse, mais ce n'est pas forcément la meilleure synthèse que je peux espérer. Mais je peux toujours reconstruire mon signal à partir de coefficients d'analyse, en tout cas. Donc mon but, c'est de trouver une bonne représentation de mon signal
dans le dictionnaire que j'ai choisi, et donc de trouver des coefficients de synthèse alpha qui vont contenir l'information voulue pour une application donnée, qui vont m'aider à traiter cette application. Donc l'hypothèse sous-jacente, c'est que mon signal S admet effectivement une représentation parcimonieuse dans le dictionnaire. Donc c'est une hypothèse, il faut qu'elle soit vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, effectivement mes algorithmes vont se planter complètement. La solution idéale, on va dire au sens mathématique, c'est de minimiser ce qu'on appelle la normale zéro, qui va simplement compter le nombre de coefficients non nuls qui vont apparaître dans la reconstruction de mon signal. Donc pourquoi est-ce que c'est une reconstruction idéale? Je me dis que je veux une représentation parcimonieuse, donc un maximum de coefficients mis à zéro, et donc un minimum de coefficients non nuls. Et donc le minimum de coefficients non nuls, a priori, ça se traduit par une normale zéro, où je compte simplement le nombre de coefficients non nuls. C'est une solution mathématique idéale. En pratique, elle n'est pas, idéale à mon sens, parce que on le voit dans les représentations que j'ai faites en fréquence, il y a une certaine corrélation qui apparaît, on ne voit pas les coefficients n'apparaissent pas n'importe comment. Et en général, on va utiliser une observation de bruité, donc j'ai essayé de résoudre ce type de problème-là, où je régularise un terme d'attache aux données. Je prends un terme L2, donc je minimise l'énergie de mon résidu, que je régularise par cette norme L0. Donc le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à résoudre correctement, cette norme L0, et donc l'idée qui est apparue, c'est de relâcher la contrainte L0 en une contrainte dite L1, qui est donc la norme L1 de mes coefficients, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues de mes coefficients. Oui. Est-ce que tu sais si à ta connaissance il existe des algorithmes déterministes en L0? Dans certains cas, il en existe, oui. Il suffit de regarder. C'est un problème NP complet, donc on regarde toutes les solutions possibles et puis on prend la meilleure. Mais il y a des algorithmes approximatifs, comme il y a des le Basis Pursuit, c'est approximatif et ça résout. Alors, ça minimise approximativement la L0. C'est la meilleure relaxation convexe du L0. Il y en a même qui ont regardé quand est-ce que ça pouvait être même équivalent, c'est-à-dire quand est-ce que la solution de ce problème-là, L1, donnait la solution exacte du problème L0. Donc, on a des réponses à ce genre de questions qui dépendent de certaines conditions sur la matrice du dictionnaire phi. Alors, si le phi est déterministe, on a des contraintes qui sont très dures à vérifier en pratique, alors qu'en pratique, le L1 marche pas mal. Et quand notre matrice est aléatoire, on a des contraintes qui sont encore plus relâchées. C'est la théorie du compressed sensing, qui donne une équivalence entre le L0 et le L1. Après, moi, le L0, je ne suis pas particulièrement attaché plus que ça, on va dire. C'est un modèle mathématique idéal, mais qui comporte des défauts du modèle qui sont, ça ne prend pas en compte les corrélations des coefficients, etc. Bon. Donc le L1, ça va me permettre de prendre la première observation que j'ai faite, qui est dans mon dictionnaire, là qui va être l'union de mes deux bases, j'ai beaucoup de coefficients qui sont mis à 0. Mais je ne vais pas prendre en compte la corrélation que je peux observer entre les coefficients, ça va pas me les structurer entre eux. Je ne comprends pas ton histoire de corrélation entre les coefficients. Alors, là, si je regarde dans ce dictionnaire-là, on voit que je vais avoir une certaine persistance en temps de mes coefficients. Ici, j'ai une persistance de mes coefficients. Pour un temps donné, je vais avoir envie de garder toutes les fréquences. Et l'autre aussi, il y a des barres verticales. Il y a des barres verticales, mais elles bavent beaucoup plus, en fait. Et comment dire, ça vient du fait que justement, comme un élément transitoire est bien localisé en temps et fait apparaître toutes mes fréquences d'un coup, il y a toute la page de fréquences. J'ai retrouvé un peu cette structure-là dans la partie tonale. Mais comme je suis moins bien localisé en temps, mes barres sont elles-mêmes moins bien localisées. Et la structure qui apparaît vraiment plus ici, alors heureusement qu'on retrouve les deux structures dans les deux représentations, mais celle qui ici apparaît beaucoup mieux, c'est le fait que je suis bien localisé en fréquence et que je vais jouer certaines notes qui vont durer un certain temps. Et avec en plus des structures harmoniques. C'est quoi le rapport avec l'histoire de corrélation puis de... Donc c'est ça, la corrélation, j'ai envie de me dire, si je garde ici mon coefficient, là,
je tremble trop pour rester sur le coefficient rouge, ben, j'ai envie de garder son voisin. A priori, c'est ce que j'observe, et c'est les propriétés physiques. L0, c'est plus problématique pour ça que L1. Alors, non, mais L0 et L1, les deux ont ce même problème, a priori. C'est pas dans le modèle, il n'y a pas de prior. Voilà, il n'y a pas de prior dans mon modèle qui me dit que qu'il faut que je garde les deux coefficients. Okay, donc c'est une limite. Un petit peu moins pour Alain, puisque tu vas en garder plus, parce qu'il va peut-être le voir dans ton apprentissage. Alors, non, alors de toute façon, je vais continuer à être transparent d'après sur L1. Mais en fait, L1, je vais continuer sur les transparents et ça va peut-être répondre à ces questions-là. Alors, je prends un point de vue bayésien. C'est pas forcément idéal, mais je vais dire pourquoi après. Donc, je minimise cette fonctionnelle, qui est une fonctionnelle convexe, bref, et minimiser cette fonctionnelle, c'est maximiser ce modèle-là, où je me mets un a priori sur le bruit, qui est en fait rien d'autre qu'une gaussienne. Je vais rajouter un sigma 2 ici, sur 2 sigma 2 qui prend en compte la variance du bruit. Donc je me mets un a priori gaussien sur le bruit, bon, c'est un a priori, et là je mets un a priori dit laplacien sur mes coefficients alpha. Ce qui est intéressant, c'est pas le fait que j'ai une loi laplacienne sur mes coefficients, mais c'est que, en fait, je mets un a priori où tous les coefficients sont indépendants les uns par rapport aux autres. Et quelque chose que j'aime bien, c'est... Toi, tu trouves ça positif? Non, 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 non. D'accord. Justement, c'est le modèle, voilà, il est... j'ai un a priori qui est indépendant, et voilà, le modèle ne fera pas plus que ça. Et si on regarde le cas particulier où mon dictionnaire, c'est une base orthonormée, dans ce cas-là, bah, mon analyse est équivalente à ma synthèse, et je peux trouver directement le minimum de cette fonctionnelle, enfin l'argmin de cette fonctionnelle, qui est donné simplement par ce qu'on appelle un seuillage doux sur mes coefficients d'analyse. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde le produit scalaire entre tous mes atomes et mon signal, et je compare la valeur absolue donc, de ces coefficients d'analyse à un même seuil lambda, donc qui est le même pour tous les coefficients. Donc les coefficients sont traités indépendamment et à la même enseigne. Donc tous les coefficients qui vont être plus petits que le seuil, je vais les mettre à 0, et les autres, je vais leur enlever lambda, mais je vais les conserver. Donc j'ai une indépendance. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est simplement mon a priori dit que voilà, les coefficients sont indépendants. J'ai un commentaire sur notre modèle probabiliste en haut. Oui. Dans beaucoup de problèmes pratiques, c'est un modèle pourri. Donc si on regarde la vraisemblance, si on génère du modèle, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir avec les données. Alors, donc c'est bien, je vais en dire un peu plus là-dessus. Alors, c'est un point de vue bayésien, il ne faut pas lui en faire dire plus que ce qu'il veut dire. Et surtout, il faut faire attention avec le bayésien. Alors, je viens d'un groupe de recherche qui est historiquement une église pratiquante bayésienne. Je ne suis pas un converti. Et, alors, comment dire? Je me donne un a priori sur les données. Cet a priori, c'est une loi laplacienne, j'interprète en fait mon modèle L1 a posteriori comme un modèle bayésien, et je vois ce L1 comme une loi laplacienne. Cette loi laplacienne, en fait, c'est pas une vraie loi, comment dire, parcimonieuse, dans le sens où si effectivement je génère des données sous cette loi, et qu'après j'estime mon modèle L1, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi, pour... Puis en plus, à cause du problème de dépendance dont tu parlais, ça fait quelque chose qui est très... qui n'a rien à voir avec les données. Et en fait, on se rend compte que même théoriquement, en fait, la régression L2 classique fait mieux que le L1. En fait, là, je vais faire de la pub pour un papier que vient d'écrire Rémi Rivonval. J'ai oublié le nom de ses co-auteurs. Il y a Mac Davis, je crois, dedans. Où il s'est posé la question, ben voilà, je génère des données selon certaines lois, et est-ce que ma régression parcimonieuse L1 fait mieux qu'une régression L2 classique, une pseudo-inverse, tout ce qui est plus basique. Et en fait, il s'est rendu compte, donc là, théoriquement, que ça va marcher si la loi a priori, en fait, à un moment, n'a pas de moment d'ordre 4. Voilà. Il en ressort ça. Donc, à partir du moment où ma loi a priori à un moment d'ordre 4 fini, la pseudo-inverse va faire mieux que la parcimonie. C'est un résultat théorique qui dit ce qui donne plus que ça. Mais le L1, en pratique, ça marche quand même pas mal.
comme apprentissage de représentation, mais pas comme modèle génératif. Oui, comme, voilà, ça marche bien pour... C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'interprétation bayésienne. Ça marche bien pour représenter mes données, a posteriori, pour les utiliser, mais effectivement, si je génère un signal laplacien, ça ne va pas. Mais moi, effectivement, le problème qu'on se posait à la base, c'était un problème de représentation, d'analyse par la synthèse, ou bien, on va voir par la suite une application, on utilise du L1, qui marche très bien. Donc il faut faire très attention à ce point de vue bayésien, où en plus on fait du maximum a posteriori. Et pareil, Daniel Removal vient de montrer que si je me donne un maximum a posteriori, je peux trouver une loi pour laquelle ce maximum a posteriori est en fait un minimum un estimateur au sens MMSE, donc minimum mean square norm, estimateur, pour une autre loi donnée. Donc pour toujours s'arranger pour trouver une loi pour laquelle, au final, j'ai un MMSE plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. C'est là, j'ai un maximum a posteriori avec une loi laplacienne. Je peux me donner, il existe une loi qui va me donner le même alpha pour lequel en fait ce sera un estimateur MMSE. Donc il faut faire un peu attention à ces interprétations bayésiennes a posteriori. Ce qui est intéressant dans cette interprétation, en fait, c'est juste simplement que mes données sont indépendantes entre elles et que je vais toutes les comparer à un même seuil. Alors donc là, on a vu du L1. On va voir justement comment faire, essayer de faire un petit peu mieux que le L1 en prenant en compte un peu ces structures qui apparaissaient dans mes coefficients et faire un petit peu mieux que cette indépendance qui était sur tous mes coefficients. Donc pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle des normes mixtes. Avant, ma norme L1, je faisais la somme de la valeur absolue de tous mes alpha k, où k c'était un index en fréquence quelconque, je ne faisais pas la différence entre la position en temps ou la position en fréquence. Là, je vais faire la différence. Donc j'ai mis un index G et M, G pour groupe et M pour membre d'un groupe. Imaginez par exemple le G pour le temps et le M pour la fréquence, ou vice-versa, pour intervertir les deux rôles. Simplement, j'ai calculé mes normes plutôt que de calculer la somme absolue de mes coefficients à une certaine puissance P. J'ai regardé la puissance P à l'intérieur d'un groupe, par exemple à l'intérieur de ce groupe-là. Et une fois que j'ai calculé la norme P de tous les groupes, j'ai calculé la norme Q sur ces nouveaux coefficients que j'ai obtenus. Donc c'est ce qu'on appelle des normes mixtes, ça a été c'est pas nouveau, hein, c'est 61 Benedek. Et on va pouvoir jouer en fait sur ces paramètres, alors déjà sur la façon de grouper les coefficients, et sur ces exposants P et Q. Donc imaginez, par exemple ici, j'ai le temps et ici la fréquence, je regroupe tous mes coefficients à un index temporel, je vais calculer la norme P, et ensuite je vais regarder la norme Q de ces nouveaux coefficients. Je vais pouvoir les grouper d'une manière ou d'une autre. Donc quelques remarques, donc, ce sont de vraies normes à partir du moment où P et Q sont plus grands que 1. On peut les prendre pour s'amuser plus petit que 1 et voir ce que ça donne, ce sont des quasi-normes. Là, j'ai regardé ça à 2 niveaux, on peut généraliser ça à 3 niveaux, voire 4 niveaux, autant qu'on veut. Bon, en fait, les calculs sont bien sur 3 niveaux. Au-delà, on a du mal à faire des calculs correctement. Et il y a plein de cas particuliers. Donc, quand P et Q sont égales à 2, en fait, c'est l'énergie de mon signal, c'est simplement la norme 2, c'est ce qu'on appelle la Ridge Regulations. Donc, il n'y a pas de parcimonie, il n'y a pas de structure, mais ça peut très bien marcher dans certains cas, pour certaines applications. Attends, les niveaux, c'est quoi là, quand tu as parlé de niveaux juste avant? C'est-à-dire, là, j'avais 2 niveaux dans le sens où j'avais 2 indices. Je pourrais rajouter un 3e indice si j'avais envie. Voilà, c'est simplement ça. Et donc tu dis que... Ça peut généraliser avec 3 indices, ouais. Et on peut jouer pareil, donc on a un P, Q et un R qui viendraient s'ajouter. On pourrait... Et à 4, c'est trop... À 4, en fait, on va se... Bon, je pourrais en dire un mot à la fin. Quand je dois faire certains calculs après pour minimiser mes fonctionnels, les calculs vont pouvoir se faire correctement. Mais bon, on pourrait le faire quand même et faire des calculs approchés. On n'arrive pas à avoir de calcul exact en fait de certains minimums. Donc quand P et Q sont égaux à 1, donc on retrouve le lasso ou les exposés de noising. Donc on a cette notion de parcimonie, c'est-à-dire qu'on va mettre des coefficients à 0, mais on n'a qu'une structure, tous les coefficients sont indépendants, ils sont traités de manière, on va dire, à la même enseigne par rapport à un même seuil. Donc quand P est égal à 1 et Q est égal à 2, donc je reviens sur la définition pour voir ce que ça donne.
le 2, il est ici, et le 1, il est à l'extérieur. C'est-à-dire j'ai calculé la normale 2 de mes groupes, donc simplement l'énergie, et ensuite j'ai regardé, je vais faire le lasso sur ces coefficients, sur ces énergies sur l'énergie de ces groupes. Donc on sent bien ce que ça va donner, c'est que je vais sélectionner les groupes les plus énergétiques. Donc ça c'est ce qu'on appelle le groupe lasso, enfin, ce que Yuan et ses collaborateurs ont appelé le groupe lasso, mais ça apparaît sous plein d'autres noms, c'est Joint Sparsity ou Multiple Measurement Vector. Bon, c'est une idée qui est au final assez naturelle de vouloir regrouper des coefficients a priori, pour regarder les groupes les plus énergétiques plutôt que des coefficients à part. Imaginez si j'ai plusieurs capteurs pour enregistrer le même signal, on peut essayer de regrouper des capteurs entre eux parce qu'ils ont des significations bien particulières, et on va vouloir peut-être les mettre ensemble. Voilà, c'est cette idée de multiple measurement vector. Et quand on inverse ces deux rôles, P égale 2 et Q égale 1, donc j'ai appelé ça avec Bruno le lasso élitiste, d'autres personnes l'ont renommé le lasso exclusif, bon, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, c'est à l'intérieur des groupes, on va mettre les coefficients en compétition. Donc, on garde les mêmes groupes, mais plutôt que de garder les groupes les plus énergétiques, où c'était l'union fait la force un peu, là on met les coefficients en compétition à l'intérieur de chaque groupe. Donc c'est plutôt un modèle darwiniste où on va garder ceux qui sont les plus forts, quoi. Et le problème que je me pose, c'est le même problème que tout à l'heure. Au final, je remplace juste ma normale 1 par cette norme mixte, PQ à la puissance Q, et j'ai toujours un problème convexe quand P et Q sont plus grands que 1. Donc je vais avoir des algorithmes efficaces que je présenterai dans quelques slides pour trouver mon harmonie. Alors je reprends mon point de vue bayésien a posteriori. Ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la loi exponentielle, mais c'est que cette fois-ci, l'indépendance est sur les groupes. Mais à l'intérieur des groupes, j'ai une certaine corrélation sur les coefficients. Donc soit les coefficients vont se regrouper entre eux, soit on va avoir une certaine corrélation, on va dire négative, où les coefficients vont se repousser, suivant les valeurs qu'on va choisir pour P et Q. Donc j'ai un découplage sur les groupes et non sur les coefficients. Donc j'ai gagné un petit peu par rapport au L1. Et on va voir donc comment ça va se comporter en pratique. Alors pour le L1, je vous avais dit, voilà, on regarde quand mon dictionnaire est orthogonal. Donc une base MDCT, c'est orthogonal. Et dans ce cas-là, la solution du problème, on l'a assez facilement, en fait, avec ce qu'on appelle les opérateurs de proximité. Donc c'est des outils d'analyse convexe. Il faut juste regarder en fait ce que donne la solution dans le cas où phi est orthogonal. Donc quand j'avais le L1, le lasso, on comparait simplement la valeur absolue des coefficients d'analyse, donc le produit scalaire avec les atomes de ma base, à un même coefficient. Et je sélectionnais les coefficients les plus énergétiques. Pour le groupe lasso, cette fois-ci, on regarde l'énergie de groupe que je compare à un seul. Et donc, on conserve les groupes les plus énergétiques. Donc, on va avoir des comportements de ce type-là. Mais je vais... Oui. Détailler ta notation là plus. Ah oui, c'est le soyage doux. C'est-à-dire, je mets à 0 si c'est négatif ou nul. Voilà. Donc ici on compare par rapport au lambda qu'on va comparer à 1, donc si le coefficient n'est pas assez énergétique, ou si le groupe n'est pas assez énergétique, on va le mettre à 0. Mais j'ai pas de parcimonie par contre à l'intérieur des groupes. On garde tout ou on garde rien. Et le lasso élitiste, alors là bon, j'ai un opérateur de proximité qui est un petit peu plus compliqué. J'ai inversé le rôle des groupes et des membres là dans mon petit schéma. Parce qu'on va garder en fait à l'intérieur de chaque groupe vraiment les coefficients, donc les plus forts. Et je vais avoir un autre type de structure un peu plus fine, oui. Est-ce que ça existe un GE lasso avec un lambda 1 dans norme de 1 et lambda 2 norme 2? C'est-à-dire tu vas chercher à la fois des groupes Oui, alors j'avais pas prévu d'en parler là, mais effectivement, enfin, j'en parlerai en conclusion parce que c'est un cas particulier en fait des structures hiérarchiques de Meral, Génaton, Bozinski et Bach, où en fait on rajoute un plus lambda 2 normal 1. Et en fait
c'est ce qui va se passer, c'est on va rajouter de la parcimonie à l'intérieur des groupes. Et c'est ça qui va se passer, oui. Donc pas forcément qu'un lambda 2 normal 1, je peux aussi utiliser un lambda 2, leur norme mixte. Oui, alors après en fait, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. C'est si on rajoute une norme L1, en fait, on va savoir interpréter le comportement en fait, de notre estimateur. Si je mixe ces deux normes, ça va être un peu plus difficile. Mais disons que c'est juste au niveau calculatoire. Et par contre, on peut faire un GE lasso dans le sens où on va avoir 3 indices et je vais faire des groupes et je vais mettre ensuite des groupes en compétition entre eux avec un 3D niveau de coefficient. Donc là, jusqu'à présent, j'ai parlé donc, de la parcimonie pour un dictionnaire donné. Comment regrouper des coefficients? Mais c'est un a priori, les groupes, je les connais, hein, c'est vraiment une information que j'apporte à mes coefficients. Donc là, par exemple, dans mes exemples, souvent, je regroupais mes coefficients en fréquence. Et maintenant, on va voir comment prendre en compte le fait que j'ai une structure transitoire, une structure tonale qui apparaît dans mon signal. Et on va voir un moyen simple de prendre ça en compte. En gros, je vais construire simplement un dictionnaire pour prendre en compte ces deux structures. Donc c'est ce qu'on appelle les modèles hybrides ou multicouches ou encore morphologiques. Le modèle est assez simple, c'est mon signal audio, je suppose que c'est la somme de deux signaux, un signal transitoire et un signal tonal. Donc un signal transitoire qui va comporter donc, les attaques, là quand je vais taper sur la cloche avec le glockenspiel, et un signal tonal qui va comporter l'information